ici, à Ottawa, un lien très très particulier, unique, entre la Galerie Castelli, l'art américain qu'il a proposé, et ce que vous montrez au public. Cette inscription de son nom dans une institution historique contribue à créer une généalogie, à inscrire une généalogie dans les collections publiques. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je ne suis pas une historienne, je suis une historienne de la culture. Et mon grand modèle est l'historien Neil Harris de Chicago. Et je suis une sociologue représentant la professeure qui m'a formée, qui est Raymond Moulin en France. Et c'est en tant qu'historienne culturelle et sociologue de l'art que je vais approcher cette dimension de Léo Castelli. Pour moi, le monde de l'art est intéressant parce que quand on parle d'art, on parle du social. Le monde de l'art n'était pas dans ma formation. Je suis allée aux États-Unis, donc travaillant sur les écrivains français. Et quand j'ai commencé à travailler sur la figure de Léo Castelli, tous mes amis m'ont dit « Mais pourquoi travailler sur un marchand ? Vous qui avez travaillé sur les plus grands esprits français, les écrivains, Sartre, Paul Nizan, Claude Lévi-Strauss, comment pouvez-vous passer de la figure d'un intellectuel à la figure d'un marchand ? Comment justifier de passer 4 ans de recherche sur un marchand ? Et au début, j'étais embarrassée, je ne savais pas très bien quoi répondre, mais j'avais l'intuition, même la conviction, que 4 années de recherche sur la figure de Castelli valaient la peine, valaient 4 années de ma vie. J'avais l'intuition que cet homme avait fait beaucoup plus qu'un travail de marchand, qu'il avait été, comme il souhaitait le dire à tous, un galériste, et que sa relation avec la culture américaine allait bien au-delà. Quelles sont les stratégies utilisées par Castelli pour réinventer le métier de galériste? La première chose, il va mettre à profit, pour construire la réputation de ses artistes, les réseaux culturels qu'il a déjà découverts pendant ces 16 années de métamorphose. La première chose qu'il va faire, reprenant l'exemple européen, c'est d'abord de donner à ses artistes une mensualité. Il disait, comme Gaston Gallimard donnait une mensualité à Sartre et Camus, moi je mensualise Jasper Johns et Washington. Castelli construit dans sa galerie un système d'archives et de documentation unique aux États-Unis qui va attirer vers la galerie tous les scholars des États-Unis, les jeunes étudiants, les professeurs, les curators, tellement le niveau de la qualité, l'excellence de la galerie Castelli marque. Le réseau d'archives que Castelli construit va permettre aux jeunes étudiants, à ceux qui écrivent les notules dans les magazines, Art Forum et autres, d'être informés sur l'œuvre des artistes, d'avoir des photos des œuvres d'artistes. Donc il va créer pratiquement un département d'éducation dans sa galerie. Et sa galerie va devenir une des institutions culturelles de la ville. Donc il fait appel, il mobilise les plus grands intellectuels de son temps pour porter ses propres artistes. Un autre élément, Castelli va construire des liens fonctionnels entre sa galerie et les grands musées, des liens fonctionnels entre le marché et l'institution, entre le marché et le musée, comme jamais aucun galériste ne l'a fait auparavant. Autre ressource que Castelli mobilise dans son réseau, les politiques. Pour vous montrer à quel point il va considérer que sa mission est importante, ce jour-là, c'est le 14 juin 1963. En Amérique, ça s'appelle Flag Day. Et Castelli décide que c'est tout naturel que pour le jour de Flag Day, il offre au président Kennedy un drapeau de Jasper Johns. Donc il prend une sculpture de Jasper Johns, un drapeau, il va l'offrir au président Kennedy. Et cette photo m'a étonnée. Donc j'ai demandé à Jasper Johns, mais pourquoi est-ce que Léo a fait ça? Et Léo a dit, et Jasper a répondu, Léo pensait que c'était le meilleur moyen pour avoir le président et la First Lady assister au vernissage de ces galeries. Donc après avoir réussi à installer l'artiste américain sur les circuits internationaux,
et le sortir de son provincialisme, Castelli va travailler pour réussir à faire monter, faire accepter les œuvres américaines dans le circuit des ventes aux enchères. Et alors que pendant 3 ventes aux enchères chez Sotheby Park Burnett, l'art américain ne parvenait pas à attirer l'intérêt, au moment de la Skull Sale, c'est Robert Scull, sa femme, Andy Warhol et Rosenquist, en 1974, enfin, les ventes des œuvres américaines vont monter jusqu'à aujourd'hui, quand Andy Warhol se vend 52 millions de $. Un autre élément de la stratégie de Castelli, c'est l'élément d'extension géographique. Il va créer un réseau de galeries à New York, et puis peu à peu, les galeries satellites, les friendly galleries de Castelli se développent. Finalement, on en dénombrera entre New York, les États-Unis et l'Europe, plus de 40. Je cite Joe Hellman. Les ducs de Savoie n'ont jamais gagné de bataille, mais ils n'en ont jamais non plus perdu aucune. Léo faisait toujours en sorte de se trouver près du champ de bataille sans jamais faire la guerre. Léo a toujours gardé le contrôle de la situation. Il n'a jamais essayé de tuer ses ennemis, il les a cooptés. Donc, on va voir comment ce stratège austro-hongrois a fonctionné dans ses rivalités avec les autres galeries. Donc, on voit que le réseau Castelli, dans les années 70, se présente comme une série, avec une série de métaphores guerrières, dynastiques ou politiques. Et pendant 4 décennies, l'histoire de la galerie Castelli, c'est une histoire de succession, d'expansion territoriale, d'alliances, de tractations, d'allégeances, de tensions, de trahisons, de traités de paix, de renégociations, qui rappellent l'habileté tactique des chefs de la dynastie de Savoie pour maintenir leur position géopolitique de portier des Alpes, gatekeepers. Donc, question se posait de savoir comment, pourquoi j'avais passé 4 ans de ma vie sur ce marchand, après des intellectuels, parce que j'avais la conviction qu'il allait beaucoup plus loin qu'un simple marchand. Et effectivement, Castelli a opéré comme un passeur qui a transformé l'écologie du monde de l'art. Il a, à la fois aux États-Unis et dans le monde, il a conçu sa galerie comme une mission d'éducation. Et en conclusion, je dirais que l'intuition que j'avais à l'époque, en commençant ce travail sur Castelli, s'est vérifiée parce que peut-être qu'on pourrait dire que dans les États-Unis des années 60 et 70, Léo Castelli a travaillé comme un agent des Médicis au temps de la Renaissance. Merci.